Allez, Nicolas Kusmirek, je suis donc président de l'AS Cyberbase de Saint-Laurent-Blangy. Et notamment, nous gérons, comme son nom l'indique, la cyberbase et notamment un club informatique pour le public. Et moi du coup donc c'est Florent Renaud, je suis conseiller numérique à la Codermen d'Arras. Donc nous on est trois conseillers numériques, donc moi-même, Perrine Fache et puis Arnaud Piotrowski qui est arrivé il y a quelques mois. Et donc du coup moi mes missions ça va être d'accompagner donc le public sur la question donc de l'électronisme, donc les difficultés que chacune ont pour utiliser l'ordinateur, tablette, téléphone, apporter du vocabulaire, rendre autonome. Et donc on agit donc sur 45 communes, donc on n'est pas sur Arras, on n'est pas sur les 46. Et donc on tourne donc notamment à la cyberbase de Saint-Laurent-de-Blangy avec Géry le mardi après-midi, en tout cas chaque semaine. Ok, donc moi Pierre Nicole, formateur animateur de Bruit-la-Pierre. Aujourd'hui on se voit surtout pour un petit débat échange sur la thématique la cybersécurité à l'ère des objets connectés, une faille géante. Interrogation. Aujourd'hui on est de plus en plus confronté à des objets qui sont connectés à nos smartphones, à la maison aussi, les maisons connectées carrément. Et on se posait la question, est-ce que c'est sécurisé ? Je sais pas si tu veux commencer ou... Non, bah vas-y. Moi de mon point de vue, alors je vais prendre le point de vue usager parce que avec aussi le côté conseiller, alors tout le monde n'est pas au même niveau en termes d'usage, en termes de connaissances. Je pense que la plus grande faille dans tous les cas ça reste l'humain. C'est-à-dire que on a beau mettre toutes les sécurités qu'on veut, que ça soit antivirus par feu ou je ne sais quelle nouvelle technologie, si derrière on a un être humain qui clique sur un lien, qui n'arrive pas à reconnaître en tout cas un mail frauduleux ou qui n'arrive pas à déterminer un appel comme étant douteux, parce que maintenant ça fonctionne aussi avec les coups de téléphone qui sont un peu plus mesquins, effectivement là on va avoir une problématique au niveau de l'entreprise mais même au niveau de l'usager. Là je ne sais pas si le sujet c'est plus côté entreprise ou si c'est les deux, c'est un peu plus vaste, mais si on prend le côté même entreprise, si les salariés, si les employés n'ont pas une, en tout cas, je vais pas dire une formation, mais en tout cas ne sont pas sensibilisés aux différentes techniques que peut utiliser un hacker, un arnaqueur pour essayer de collecter de la donnée ou en tout cas essayer de récupérer de l'information ou pirater carrément un système. Et effectivement là on a beau mettre tous les moyens possibles, on va être bloqué. Ouais, effectivement, pour compléter ce que dit Florent, la première porte d'entrée, c'est effectivement l'humain pour lequel la défaillance pourrait arriver. Néanmoins, aujourd'hui, on a tous un smartphone plus ou moins à jour et les failles de sécurité, on le sait, dans tous les objets connectés, il en existe. Donc c'est aussi de la prévention, c'est énormément de prévention. Nous on le voit à la cyberbase, on fait le pass numérique, on a un club informatique, mais on essaie aussi de passer certains messages où quelquefois il faut mettre à jour ses appareils, se protéger effectivement des messages inconnus qui arrivent comme ça sur son téléphone et pour lequel on n'a pas forcément un intérêt de répondre ou cliquer sur le lien. Mais ça existe aussi par les mails, même si par les mails aujourd'hui, il existe des systèmes anti-spam maintenant intégrés dans les messageries qui permettent déjà de filtrer une partie, en tout cas. En ce qui concerne les SMS et tout autre appel aujourd'hui lié même avec l'intelligence artificielle, on va arriver effectivement à une problématique de pouvoir intégrer en fait ces appareils par ce biais-là. Ensuite, effectivement, si le téléphone est aussi une porte d'entrée, c'est tous les appareils qui restent connectés au téléphone et aux applications. Que ce soit des caméras de surveillance. Certaines marques font que on sait qu'il y a une certaine sécurité liée aux appareils, mais on trouve énormément de choses sur
sur Internet. Et malheureusement, ce qui est vendu en France et ce qui peut être vendu sur des sites à l'étranger n'ont pas forcément les mêmes règles de sécurité. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut être très très attentif et faire beaucoup de prévention. Effectivement, ça coûte peut-être moins cher, mais derrière, est-ce que la sécurité individuelle n'est pas atteinte à ce moment-là? Ouais, c'est ce que je pense aussi sur le cheap market, avec tout ce qui est plateforme, Shein, Temu, etc., où on va vendre des objets informatiques à faible coût, où les sécurités sont très très faibles. Une des choses principales pour laquelle les objets connectés sont mis en cause, c'est principalement ça, c'est le manque de connaissance des personnes et la mauvaise utilisation. Une des utilisations globales qui est surtout retenue dans le mouvement à risque, aussi bien personnel que sur le professionnel, c'est le transfert entre connecter sur une montre connectée, son téléphone perso, et d'ensuite basculer sur le téléphone pro vers cette même montre connectée, avec un mauvais usage, notamment avec le téléphone perso qui peut héberger des virus ou d'autres ransomware. Le transfert à l'appareil professionnel peut être vraiment compliqué. J'avais une autre question, c'est à votre avis, qui doit s'occuper de la sécurité des objets connectés? Les fabricants, les utilisateurs, ou il doit vraiment y avoir des lois gouvernementales qui protègent tout ça? Fabricant, alors après c'est la question, est-ce que le fabricant peut imposer à l'utilisateur une sécurité? Moi je pense qu'il faut quand même laisser le choix, cette liberté à l'utilisateur de pouvoir choisir la solution qui va permettre de le protéger. Après la problématique reste la même, est-ce que l'utilisateur sait quelles sont les différentes solutions pour protéger son appareil? La réponse est, je dirais, à peut-être 70% non. Maintenant, est-ce qu'il faut des lois pareilles? Est-ce que l'État aujourd'hui doit imposer aux citoyens des outils? Je suis pas certain personnellement. Là-dessus, j'ai pas forcément moi personnellement, j'ai pas de réponse. Pour moi, il faut peut-être former. Ça va être former, encore une fois, ça va être donner des solutions pour amener le citoyen à, en tout cas, avoir un panel de solutions diverses et variées. Pas forcer une solution, alors même si on va dire c'est la solution française, on prend le truc français, ok, soit. Mais il y a peut-être d'autres solutions qui sont peut-être étrangères, qui fonctionnent mieux. Enfin, après, voilà, on est peut-être un peu plus français parce que voilà, vive la France. Voilà, il faut montrer les différentes solutions, les solutions qui sont payantes, les solutions qui sont gratuites avec les communs, tous les outils communs qui sont construits avec différents, avec des ingénieurs, avec des personnes un peu de façon un peu indépendante. Donc pour moi, il faudrait mieux laisser le choix à l'utilisateur, mais derrière, si on laisse le choix, c'est-à-dire bien le former et pas forcément imposer, ça risque d'être très mal pris ou voilà, ça c'est mon avis personnel. D'accord. Alors moi j'aurais un avis plus nuancé. Je pense que quand on considère que la sécurité est en jeu, je pense que les fabricants ont leurs responsabilités. Et notamment sur la mise à jour de certains firmware ou des choses comme ça qui pourraient effectivement avoir des failles connues et qui devraient, chaque utilisateur qu'on achète, on revient au même problème aujourd'hui par exemple avec les constructeurs automobiles qui ont un problème avec les airbags. Si on donnait le choix aux personnes de dire vous le changez ou pas, non, c'est un moment, c'est se dire on arrive à un point où il faut mettre à jour le logiciel interne de l'appareil connecté, et c'est donc aux fabricants d'en informer. En tout cas, après, de quelle façon on le fait, c'est autre chose. Il existe en plus aujourd'hui une multitude de protocoles. C'est comme tout, hein, chacun a son protocole. Alors les plus connus, il y a le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Mais il en existe plein d'autres. Et aujourd'hui, cette difficulté, c'est d'harmoniser en fait à un moment ces protocoles pour qu'on ait quelque chose d'uniforme. Et l'Union européenne, je crois, est en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire d'avoir une réglementation à l'échelle européenne qui permettrait en fait aux constructeurs et aussi à chaque individu
d'avoir un cadre légal qui permet de sécuriser en tout cas son environnement proche. Donc c'est pour ça que effectivement on a l'atteinte effectivement aux données personnelles, etc. Ça là-dessus on pourrait le comprendre, mais à un moment quand il n'y a pas de cadre, ça laisse la porte ouverte à plein de choses. Et comme on le disait tout à l'heure, des sites comme Temu, etc., qui peuvent vendre des produits qui aujourd'hui sont absolument pas sécurisés et on ne sait pas demain ce que ça peut donner. Voilà, ça peut paraître bête, mais des fois une simple montre pourrait en fait avoir accès à vos données personnelles et c'est comment on fait dans ces cas-là. Donc je pense qu'il y a quand même comme avoir une garantie quand même que le constructeur, une petite garantie, que ce soit pas n'importe quel. On va peut-être prendre quelques grands noms, mais que pas n'importe qui, effectivement, d'une entreprise un peu lambda, sorte un nouvel appareil et qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Effectivement, est-ce qu'il y a déjà un logiciel pirate dedans? Je sais qu'il y a un peu de prévention aussi à avoir, au niveau de tout ce qui est câble. Maintenant, même dans un câble USB, on peut mettre un virus dedans. Ça paraît innocent, mais il suffit de le brancher pour charger son téléphone, tout simplement, et puis ça balance de la donnée sur le téléphone, et puis voilà, ça prend tous les mots de passe, tous les accès, etc. Et puis là, on est un peu dans le baba. Alors pour revenir à ce que tu disais, Nicolas, au niveau du Parlement européen et du Conseil européen, ils ont finalisé un accord politique le 30 novembre 2023 qui s'appelle le Cyber Resilience Act, qui permet de viser justement la régulation des objets connectés. Donc c'est quelque chose qui a été pris en compte. En 2023, ça reste en termes numériques relativement proche. On sait que le temps que ça se mette en place, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, je vais partir vraiment sur les objets connectés un peu plus, on va dire de luxe, pas de luxe, mais de haut de gamme, tout ce qui est Samsung, Apple. Ils ont tendance à sortir des tonnes d'objets connectés. Est-ce qu'on peut quand même faire confiance à ces personnes-là pour de données personnelles, ou c'est quelque chose qui reste quand même de très fragile? Je pense que c'est jamais faire confiance à personne. C'est la règle numéro 1. Et puis 2, oui, je pense que aussi c'est des fabricants qui ont pignon sur rue. Donc je pense que les enjeux financiers derrière, s'il y avait un souci, il y en a, faut pas se leurrer, des vols de données, tous les jours, on a une entreprise ou un fournisseur d'accès Internet ou autre qui se fait avoir. Mais effectivement, je pense que là-dessus, j'ai perdu mon fil en fait. Je disais sur les objets connectés, les données personnelles. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est de la responsabilité, effectivement, même si c'est une grande marque, elle a cette responsabilité à partir du moment où vous met un objet dans les mains et qu'elle vous le vend, je pense qu'elle a cette responsabilité. Après, moi, ce que je voudrais mettre en plus, c'est tout ce qui est facteur biométrique. On est de plus en plus sur l'ère de l'observation de la santé avec des Apple Watch, des Samsung Watch, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais on a vraiment cette récolte de données avec des applications qui sont derrière pour nous donner un bilan de santé qui est de plus en plus précis, consommation d'oxygène dans le sang, ce genre de choses. Il y a aussi cette chose qui me fait peur, moi, c'est la migration des données de la santé qui ont de base dans les RGPD une place très particulière. On doit faire attention à ne pas les ébruiter et tout ça, et pour autant des applications sur un smartphone est capable de nous sortir à combien d'heures de sommeil, etc. j'ai fait pendant la nuit. Après, ouais. Non, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, forcément, après les données, c'est des données qui forcément vont faire peur, le côté médical, effectivement. Après, c'est derrière quel outil, encore une fois, c'est quel outil on utilise. Si on a quelque chose aujourd'hui comme Doctolib qui a été utilisé pendant la période Covid, qui demain se fait pirater alors qu'on a toutes les données de quel rendez-vous on a eu avec quel docteur, c'est derrière à qui ces données vont être données et pourquoi faire. Si ces données sont vendues à des pays du tiers-monde, super, mais derrière qu'est-ce qu'ils en font? Si par contre c'est vendu à des employeurs, je n'espère pas en France en tout cas, ça pose des questions éthiques et des questions morales. Donc il y a quand même une responsabilité en tout cas
de l'application au niveau des données, c'est comment c'est sécurisé, est-ce que c'est on parlait de la RGPD, est-ce que c'est conservé pendant combien de temps, qu'est-ce qu'on en, enfin voilà, c'est un peu, bon, c'est un peu une réponse un peu un peu floue, mais enfin, voilà mon avis. Ouais, mais effectivement, mais à la base, quand vous achetez l'objet, vous installez une application. En fait, quelquefois, dans la démarche pour pouvoir essayer assez vite, etc., on lit pas les conditions, même les choses à autoriser ou pas autoriser. Allez hop, on coche tout, on cherche même pas à savoir quelle utilisation il en est derrière. Et je pense que c'est quand même là-dessus où il faut avoir une certaine pédagogie. À partir du moment où vous achetez un objet connecté, que vous avez une application installée, que vous avez des autorisations à donner, c'est à qui, comment c'est utilisé, etc. Je ne pense pas que à partir du moment où vous refusez certaines autorisations dans l'application, votre appareil ne fonctionnera pas. À mon avis, ça me paraît... mais c'est plus sur l'utilisation derrière de ces données. Alors quelquefois, le fait d'autoriser, il n'y a pas d'utilisation derrière. Hein. C'est vraiment travailler en interne, on va dire. Mais en tout cas, quelquefois, on peut être assez surpris sur l'utilisation qu'il peut y avoir. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça manque quand même beaucoup de clarté. Et je pense qu'il faut avoir une certaine pédagogie là-dessus, c'est-à-dire nous, auprès de nos apprenants, en disant, voilà, quand vous achetez un truc, lisez bien ce qui est indiqué avant de dire cocher oui ou cocher non, parce que ça peut engendrer quelque chose derrière. Après, c'est jusque où ça peut aller. Si un objet connecté me demande mon identifiant et mon mot de passe, mon espace santé, là je peux me poser une question quand même, parce que là effectivement vous rentrez sur un espace qui est censé être sécurisé. Et c'est là où il faut être très 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 attentif. Ça fait partie des bonnes pratiques que chacun et chacune doivent avoir. Il y a aussi le côté de s'informer. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a récemment Facebook qui avait... en tout cas, il y avait un moyen par rapport à l'intelligence artificielle de Facebook, on avait la possibilité de refuser que nos données soient utilisées pour entraîner l'intelligence artificielle. Je suis certain que 90% des personnes qui utilisent Facebook aujourd'hui n'étaient pas au courant qu'on avait cette possibilité-là, où ils ont été informés de pair à pair, ou ils n'ont pas eu cette information, et techniquement Facebook, par leur non-refus, a eu l'autorisation de prendre leurs données pour entraîner l'intelligence artificielle, et derrière, pareil, ça pose des questions sur les données. Si, là, techniquement, à quoi ça sert? Là, ça va servir à la photo de mon enfant que j'ai mis pour montrer à mes parents. Du coup, ça va être utilisé pour entraîner la future IA de Facebook. Et j'ai pas refusé parce que je n'étais pas au courant, parce que j'ai pas su m'informer, ou parce que c'était caché derrière un petit paramètre un peu en fufu. Donc voilà, c'est bien s'informer, et ensuite, donc, comme tu disais Nicolas, donc bien lire, et puis prendre le temps de ne pas dire oui. Je scrolle jusqu'en bas, ouais super, ça dit tout le temps la même chose. Si jamais dans le contrat qu'on a dit j'accepte, il était écrit dans 3 mois, donnez-moi 10% de vos revenus, on a accepté. Je crois après, à mon avis, il y aura des cas de légal s'il n'y a jamais ce cas-là, mais je vais un petit peu loin, mais bien lire. Après, ça reste toujours un peu le même problématique, c'est ce magma de texte que les gens se prennent en pleine tronche. Les conditions d'utilisation se sont allégées avec le temps, mais ça reste quand même un sacré texte parfois déroulé. Si on va voir toutes les conditions, notamment Facebook, les personnes qui le lisent sont quand même rares. Même nous, en tant que numéricien, même quand on installe des nouveaux logiciels pour de la création ou quoi que ce soit, on a tendance à avoir les conditions d'utilisation à les passer un petit peu, parce que on sait que c'est généralement la même bouillie. Et par moment, effectivement, il y a ce genre de choses avec le chatbox, etc., qui commencent à être élaboré. Ou est-ce qu'on ne doit pas segmenter aussi toute cette demande avec des conditions d'utilisation différentes en fonction de l'utilisation? Exactement. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, on vous noie dans des textes qui font plusieurs pages. Comme ça, on sait qu'à la fin, on dira oui. Mais je pense que la réglementation, tu vois, là-dessus, elle devrait évoluer en disant, voilà, il faut une fiche simplificative. Sur quoi ça vous engage et sur quoi le prestataire il est engagé par rapport à vous. Et déjà ça donne une première information, et après si on va à un détail, effectivement on va lire l'ensemble des conditions générales. Mais c'est vrai que du départ,
si on n'a pas cette information-là, on a tendance à valider effectivement dans la vitesse, dans la précipitation, les choses. Je sais que par exemple, il y avait les Reconnect, qui est un coffre-fort numérique qui avait été élaboré. Ils avaient fait justement ce pari-là d'avoir des conditions très simples. Donc ça veut dire qu'ils avaient une première page qui résumait toutes les conditions. Et derrière, tu avais 26 pages qui expliquaient réellement les 26 points. Mais tu as 26 points qui sont résumés en une page qui permet de comprendre ce que tu vas mettre en jeu, ce que tu vas donner, à quoi vont servir les données que tu vas utiliser. Mais c'est résumé. Donc il y a des avancées par moment, mais ça reste quand même là pour le coup quelque chose qui est à base d'ONG et qui se finance pour dire d'aider la population. Je vais ressortir un peu le débat parce qu'on s'est un petit peu écarté, mais bon, c'était très agréable quand même. Est-ce que la sécurité des objets connectés s'améliore ou ça reste quand même un problème majeur? Je pense que ça reste toujours un problème majeur. Quelle est leur réelle sécurité? C'est ça. Derrière, aujourd'hui, on n'a pas de retour. Je pense les choses vont tellement vite et la technologie avance très vite qu'on n'a pas encore vraiment de retour sur ces sécurités-là. Peut-être qu'un jour on nous dira voilà, il y a autant de milliards de personnes qui ont été touchées par une faille de sécurité par leur montre connectée. Mais trop tard, hein. Après quand c'est fait. Mais aujourd'hui je pense qu'on n'a pas assez de recul. Et puis il n'y a peut-être pas l'information aussi qui est remontée. Aujourd'hui on ne connaît que les choses qui sont mises dans la presse, mais quelquefois les fabricants ou les opérateurs reviennent très, très lentement vers les utilisateurs pour dire voilà, vous avez été, vos données ont été piratées des fois 2-3 mois auparavant. Donc, il y avait Free à l'époque, il y avait Free qui avait une par exemple, histoire et ça c'est pas vrai, et puis après c'est ça. Donc aujourd'hui on peut se poser des questions effectivement. J'avais une question, c'était faut-il plus de règles et de lois pour protéger notre vie numérique? Bon, évidemment oui, mais qu'est-ce que pour vous, quelles peuvent être les règles et lois qui pourraient être mises en place vraiment pour cerner ce problème? Alors là, moi je suis pas législateur, hein, donc allez, pas facile. Les lois. Peut-être plus les règles, on va dire de base, parce qu'évidemment les lois, on n'est pas. Moi je pense que les règles elles devraient être beaucoup plus claires, surtout sur l'aspect responsabilité. Je pense que les fabricants ou les opérateurs qui mettent en place des objets connectés doivent avoir une responsabilité peut-être un peu plus contraignante qu'aujourd'hui. Je ne suis pas persuadé par rapport à certaines fuites de données qu'il y a eu jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de condamnations liées à ça. Aujourd'hui, si on avait une contrainte forte en termes de responsabilité des uns et des autres, je pense que il y aurait beaucoup plus d'attention. Puis après, il y a l'uniformisation effectivement de beaucoup de choses qui sont liées aux objets, que ce soit en termes de normes, de protocoles, etc. Je pense que tout ça, il y a un moment, il faudra aussi y regarder de près et faire en sorte que tout ça, ça soit harmonisé de façon que ça soit plus facile en fait à un moment de sécuriser. À partir du moment où vous avez moins de multitude de protocoles, c'est un peu aujourd'hui comme dans les smartphones, vous avez soit un Apple, soit un Android. Il en existe quelques-uns d'autres autour, mais les principaux, c'est ceux-là. Et ceux-là, on sait que tous les mois, il y a des mises à jour. Et dès qu'il y a une suspicion de sécurité, c'est fait. Les autres, on ne sait pas. Je rejoins Nicolas. Okay. J'attendais au cas une réaction derrière. Est-ce que vous pourriez identifier quelques dangers réels qui peuvent découler d'une faille de sécurité pour les rappeler un petit peu aux utilisateurs? Ça reste toujours la divulgation
de s'identifiant, son mot de passe, le partage, je dirais, de choses sur les réseaux sociaux qui attirent l'attention. Non, après, ça reste je rejoins, je ramène aux bonnes pratiques. Ça va être de ne pas avoir les mêmes mots de passe pour tous les comptes, parce que forcément, si on en trouve un, on trouve le reste. Après, l'adresse mail, techniquement, on pourrait avoir différentes adresses mail pour différentes utilisations. Techniquement, on pourrait le faire. Adresse mail pro, on reste sur du pro, donc peut-être pas mélanger les adresses pro, adresses perso. Donc s'il y a des choses boulot, ça reste adresse mail boulot. Si on a des choses qui sont sur le loisir, plutôt le mettre sur du loisir. Peut-être dans les bonnes pratiques, alors c'est des choses qu'on peut faire au niveau du mail pour savoir si justement notre mail a fuité et par qui. Je sais qu'on peut par exemple mettre nom, prénom, plus le symbole plus, et mettre du coup le nom du site, par exemple free.fr ou gmail.com, et en fait le mail qu'on va recevoir va être envoyé au mail sans le petit plus nom du site, et si jamais il y a une fuite, on saura la fuite d'où elle vient, ou si le mail a été vendu, on saura par qui et comment. Donc ça, pareil, c'est des choses que le commun des mortels, je veux dire, n'est pas forcément au courant, mais ne pas avoir les mêmes mots de passe partout, voilà, c'est une des bonnes pratiques à avoir pour éviter ce genre de soucis. Ok, je sais pas si vous avez d'autres sujets derrière. J'ai terminé ma liste de questions. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis le premier à avoir plein d'objets connectés chez moi. J'ai le chauffage, j'ai la lumière, j'ai montre connectée, j'ai balance connectée pour me dire si le week-end j'ai fait fort ou pas. Non, mais des objets connectés, j'en ai plein. Après, je pense qu'il faut pas avoir non plus peur à un point de dire finalement j'en ai aucun. Après, je pense que c'est comme dit Florent, c'est la bonne pratique. Faire attention sur les autorisations qu'on donne, etc. Et puis comment on diffuse l'information. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça non plus, parce que sinon, dans ce cas-là, alors c'est très bien aussi de ne pas avoir d'objets connectés, mais je pense qu'aujourd'hui, on est aussi, c'est intéressant d'avoir des caméras chez soi et puis voir si il y a quelque chose qui se passe autour de sa maison, etc. Ou surveiller le chat s'il ne fait pas de bêtises dans la maison. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Après, il ne faut pas hésiter à venir nous voir, rencontrer les conseillers numériques de la CEA pour avoir des conseils, venir par exemple à la cyberbase, aussi pour avoir quelques conseils. Et puis aussi, les professionnels qui sont sur la Rajoie, je pense qu'ils se feront un plaisir de donner des conseils aussi à ce niveau-là. Mais moi je pense que là-dessus, il ne faut pas avoir peur. Même si derrière, il reste quand même quelque chose, il faut être prudent sur l'utilisation, mais faut pas hésiter. Bon voilà, je vous remercie beaucoup pour ce podcast. Merci. Très intéressant, je vous remercie beaucoup.